Chapitre 12. Marc. Au premier craquement de brindilles qu'il entendit, il se dissimula derrière le tronc d'un grand sapin et attendit sans bouger de voir qui allait se montrer. Ils ne sortaient pas en plein jour, mais ils avaient leurs âmes damnées, des gens qu'ils avaient achetés ou dont ils s'étaient conciliés les services par d'autres moyens. Marc avait vu en ville ce Straker, un type à vous faire froid dans le dos. Il avait les yeux d'un crapaud qui se chauffe au soleil. On le sentait capable de briser les bras d'un bébé tout en continuant à sourire. Il enfonça sa main dans la poche de sa veste que gonflait le pistolet de son père et passa ses doigts sur la lourde masse métallique. Les balles, si elles n'étaient pas en argent, ne leur faisaient rien à eux, mais s'il réussissait à toucher Straker entre les deux yeux, il lui ferait son affaire, c'était sûr. Son regard s'arrêta un instant sur un objet de forme à peu près cylindrique, enveloppé dans une vieille serviette de bain et appuyé contre l'arbre. Il y avait, derrière la maison des Pétry, une réserve de bois de chauffage, environ 2 stères de bûches, du frêne, que son père et lui avaient débité en juillet et en août avec la scie électrique McCullough. Henry Pétry était un homme précis, et chaque bûche, Marc en était sûr, était longue de 90 cm à 1 poil près. Son père savait d'instinct la bonne longueur, comme il savait que l'hiver succédait à l'automne, et que dans la cheminée du salon, c'était le bois de frêne qui brûlerait le plus longtemps en faisant le moins de fumée. Son fils, qui, lui, avait des connaissances d'un autre genre, savait que le frêne avait son utilité en ce qui les concernait. Ce matin, alors que, munis des jumelles qui leur servaient à observer les oiseaux, son père et sa mère étaient sortis faire leur promenade dominicale, il avait pris une des bûches et l'avait taillée en pointe avec sa petite hache de scout. Ce n'était pas du travail de précision, mais ça irait quand même. L'espace d'une seconde, une tache de couleur lui frappa la rétine. Il se blottit contre l'arbre et glissa un œil le long de l'écorce rugueuse, en direction de l'ennemi. Un instant plus tard, il vit clairement une personne en train de gravir la colline. C'était une fille. Il se sentit à la fois soulagé et déçu. En fait, de suppôt du démon, ce n'était que la fille des Norton. Soudain, son intérêt se raviva. Elle aussi portait un pieu. Quand elle fut parvenue un peu plus près, il dut se contenir pour ne pas laisser échapper un rire ironique. C'était un piquet de palissade qu'elle tenait à la main. Il suffirait de 2 coups d'un marteau ordinaire pour la fendre en 2. Elle allait passer à droite de son arbre. Tandis qu'elle s'approchait, il se mit à le contourner doucement, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en prenant garde d'éviter les brindilles qui pouvaient le trahir. Ce petit mouvement synchronisé une fois terminé, il ne la vit plus que de dos. Elle poursuivait sa montée vers la clairière avec la plus grande prudence. Voilà un bon point pour elle. Malgré ce ridicule pieu de palissade, elle n'était donc pas totalement inconsciente des dangers qu'elle courait. N'empêche que, si elle continuait à avancer, elle allait bientôt se trouver en difficulté. Straker était chez lui. Marc, qui était là depuis 12h30, l'avait vu sortir dans l'allée, jeter un coup d'œil sur la route, puis rentrer dans la maison. Marc se demandait justement ce qu'il allait faire quand cette fille était arrivée, introduisant une nouvelle variable dans l'équation. N'allait-elle pas tout gâcher, finalement? Elle s'était arrêtée derrière un écran de buisson et restait là, accroupie, à regarder la maison. Marc fit le tour de la question. Elle savait, c'était évident. Comment le savait-elle? Ça, il ne s'en souciait pas, mais elle savait, sans quoi elle n'aurait pas pris ce misérable pieu. Il fallait aller la trouver, la prévenir que Straker était là et qu'il faisait le guet. Elle n'avait probablement pas de pistolet, même pas un petit comme le sien. Il était là à chercher la meilleure manière de l'aborder sans qu'elle pousse des cris à réveiller les morts, lorsque le moteur de la voiture de Straker se mit à rugir. D'un bond, elle se dressa, et, pendant un instant, il crut qu'elle allait s'enfuir à toute vitesse à travers le bois, signalant ainsi sa présence à des kilomètres à la ronde. Mais elle s'accroupit de nouveau, se cramponna à la terre comme pour l'empêcher de s'envoler. Il lui accorda un nouveau satisfecit. Elle était idiote, mais elle ne manquait pas de cran. La Packard descendit l'allée en marche arrière. Il n'en apercevait que le toit noir. D'où elle était, la fille devait en voir beaucoup plus.
Puis elle resta un peu sur place avant de s'engager sur la route qui menait à la ville. C'était décidé, il devait faire équipe. Tout valait mieux que d'affronter seul la maison. Il en était encore à plus d'1 kilomètre, mais sentait déjà les effluves empoisonnés qui en émanaient, et qui, au fur et à mesure qu'il approchait, devenaient de plus en plus insoutenables. Il gravit la pente en courant d'un pas leste et posa sa main sur l'épaule de la jeune fille. Il sentit son corps se raidir et, prévoyant qu'elle allait se mettre à hurler, lui dit « Ne crie pas, n'aie pas peur, c'est moi !» Elle ne cria pas, mais poussa un énorme soupir de frayeur. Blanche comme un linge, elle se tourna vers lui. « Qui, moi ?» Il s'assit à côté d'elle. « Je m'appelle Mark Petrie. Je te connais, tu es Sue Norton. Mon père connaît le tien. »« Petrie ? Henry Petrie ? Oui, c'est mon père. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle le regarda plusieurs fois des pieds à la tête comme pour s'assurer qu'il était réellement là. « La même chose que toi, seulement ton pieu c'est de la rigolade. Il est trop... » Il hésita avant d'employer un mot rencontré au cours de ses lectures et dont il connaissait le sens, mais qu'il n'avait encore jamais utilisé. « Il est trop frêle. » Elle regarda son piquet de palissade en rougissant. « Ce machin-là ? Oh, je l'ai trouvé dans les bois et j'ai pensé qu'il risquait de faire tomber quelqu'un, alors je... » Il coupa court à ses tergiversations d'adulte. « Tu es venu tuer le vampire, non ? » Quelle drôle d'idée, des vampires. Et puis quoi encore ? Un vampire a essayé de m'avoir hier soir. D'ailleurs, il a failli y arriver. Ne sois pas ridicule. Un grand garçon comme toi ne devrait plus en être à inventer. C'était Danny Glick. Elle recula en clignant des yeux comme s'il l'avait menacé du poing. Puis elle se ressaisit, lui prit le bras et le serra. Ils se regardèrent avec intensité. « Tu n'inventes pas, n'est-ce pas, Marc ?»« Non, » dit-il. Et il raconta son histoire en quelques phrases simples. « Et tu es venu ici seul ?» lui demanda-t-elle quand il eut fini. « Tu crois tout ça et tu es quand même venu ? Comment tu crois tout ça ?» Il la regarda avec stupéfaction. « Bien sûr que j'y crois, je l'ai vu de mes propres yeux. » Il n'y avait rien à répondre à cela, et Suzanne eut honte tout d'un coup d'avoir mis en question, et mis en question, c'est peu dire, l'histoire de Matt et l'adhésion pourtant réticente de Ben. « Et qu'est-ce qui t'amène ici, toi ?» Elle hésita un instant. « Certaines personnes en ville pensent qu'il y a un homme dans cette maison, un homme que personne n'aurait vu, qu'il est possible que cet homme soit un... » Elle ne réussit pas à sortir le mot, mais Marc l'en dispensa d'un hochement de tête compréhensif. « C'est un petit garçon tout à fait exceptionnel, » se dit-elle. Il suffit de quelques instants pour s'en apercevoir. Renonçant à lui raconter le reste, elle se contenta d'expliquer. « Je suis venu pour me rendre compte des choses par moi-même. » D'un mouvement de tête, il désigna le pieu. « Et tu as apporté ça pour lui transpercer le cœur ? Je ne sais pas si j'en serais capable. Moi, je pourrais, dit-il sans forfanterie. Après ce que j'ai vu hier soir, je pourrais. Danny était là, dehors, accroché à ma fenêtre comme une mouche gigantesque, et on voyait ses dents. Il secoua la tête pour écarter ce cauchemar comme un homme d'affaires refusant d'entendre un client en faillite. « Est-ce que tes parents savent que tu es ici ?» le questionna-t-elle, connaissant d'avance la réponse. « Non, » fit-il parfaitement à l'aise. « Le dimanche, c'est leur jour de promenade. Le matin est consacré aux oiseaux et l'après-midi à des activités diverses. Quelquefois, je les accompagne, mais pas toujours. Aujourd'hui, ils vont faire une balade en voiture le long de la côte. »« Tu es quelqu'un, toi. »« Oh, rien d'extraordinaire, » dit-il, nullement ému par l'éloge. « Mais je suis décidé à le supprimer, lui. » Il leva les yeux vers la maison. « Es-tu sûr que... »« Absolument certain. Toi aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu ne sens pas le mal qu'il y a en lui ? Est-ce que cette maison ne te fait pas peur rien qu'à la regarder ? » « Si, » répondit-elle simplement, sans chercher à discuter davantage. Il avait une logique intuitive, et contrairement à celle de Matt ou de Ben, on ne pouvait y résister. « Comment allons-nous nous y prendre ?» demanda-t-elle en lui attribuant d'emblée la direction des opérations. « Il faut monter là-haut et forcer l'entrée. Ensuite, il faut le trouver, lui enfoncer le pieu, mon pieu, dans le cœur, et puis ressortir. Il est probablement à la cave. Ils aiment l'obscurité. As-tu apporté une lampe électrique ? » « Non. Merde, moi non plus. »
Avec ses pieds chaussés d'espadrilles, il s'amusait distraitement à soulever les feuilles mortes. « Et évidemment, tu n'as pas apporté de croix non plus. »« Si, j'en ai une, » dit Suzanne. Elle sortit sa chaîne de dessous son chemisier et lui montra la croix. Il hocha la tête et tira à son tour une chaîne de sa chemise. « J'espère pouvoir la remettre avant que mes parents ne rentrent, » dit-il sombrement. « Je l'ai fauchée dans la boîte à bijoux de ma mère. Si elle s'en aperçoit, je me ferai drôlement attraper. » Il regarda autour de lui. Les ombres avaient commencé à s'allonger pendant qu'il parlait, et pourtant ils avaient envie tous deux de remettre leur expédition à plus tard, à bien plus tard. « Quand nous l'aurons trouvé, ne le regarde pas dans les yeux, » dit Marc. « Il ne peut pas quitter son cercueil, pas avant qu'il fasse nuit, mais il peut t'envoûter du regard. Est-ce que tu connais des prières par cœur ?» Ils repartirent à travers les broussailles qui séparaient les bois de la pelouse laissée à l'abandon autour de la maison. « Je connais le Notre Père. »« Oui, c'est bon ça. Moi aussi je le connais. Quand je lui enfoncerai le pieu dans le cœur, nous le réciterons ensemble. » Voyant à l'expression de Suzanne que cette perspective la bouleversait et que le courage allait lui manquer, il lui prit la main et la serra. Sa maîtrise de lui-même était vraiment déconcertante. « Écoute, il faut qu'on le fasse. Depuis cette nuit, il doit tenir la moitié de la ville. Une nuit de plus et il l'aura tout entière. Ça ne peut qu'aller très vite maintenant. »« Depuis cette nuit ?»« Je l'ai rêvé, » dit Marc. Sa voix était calme, mais son regard était sombre. « J'ai rêvé qu'ils allaient chez les gens, qu'ils les appelaient au téléphone, qu'ils suppliaient qu'on les laisse entrer. Ces gens savaient, ils avaient compris au fond d'eux-mêmes, mais ils les laissaient entrer quand même. C'était plus facile de leur ouvrir que d'admettre que quelque chose d'aussi affreux puisse exister. »« Ce n'était qu'un rêve, » répondit-elle mal à l'aise. « Je parie qu'aujourd'hui, il y a un tas de gens qui ont fermé leurs rideaux, baissé leurs stores et qui restent au lit en se demandant si c'est la grippe qu'ils couvent. Ils se sentent affaiblis, ils ont le vertige, ils ne peuvent rien avaler. Rien qu'à l'idée de bouffer, ils ont envie de dégobiller. Comment sais-tu tout ça ? Je lis des revues d'épouvante et je vais au cinéma à chaque fois que j'en ai l'occasion. D'habitude, je dis à maman que je vais voir un Walt Disney, mais il ne faut pas croire tout ce qu'ils racontent. Quelquefois, ils en rajoutent pour que ce soit plus terrifiant. » Ils avaient atteint les abords de la maison. « On fait une fine équipe, » songea Suzanne. Un vieux professeur à moitié zinzin, perdu dans ses livres, un écrivain hanté par ses cauchemars d'enfant, un petit garçon, docteur S. Vampire, dont les connaissances proviennent des BD et des films d'horreur. Et moi. Moi, j'y crois aux vampires ? Ou suis-je juste contaminé par la paranoïa ambiante ? Non, elle y croyait. Comme Marc l'avait dit, il y avait quelque chose dans l'air qui excluait le moindre doute. Leurs pensées, leurs conversations même étaient neutralisées, submergées par une voix intérieure qui leur hurlait en mots informulables « Danger, danger !» Sa respiration était courte, son cœur battait la chamade, mais sa peau restait glacée à cause de la constriction des vaisseaux superficiels induite par la poussée d'adrénaline. Tout l'afflux sanguin se concentrait sur les parties vitales de son organisme. Ses reins étaient contractés, sa vue paraissait plus aiguisée. Elle distinguait chaque écaille de peinture sur le mur de la maison. Et tout cela n'avait été déclenché par aucun stimulus extérieur. Pas d'hommes armés, pas de gros chiens méchants, pas d'odeur de feu. Une sentinelle intérieure, plus vigilante encore que ses 5 sens, venait de sortir d'un long sommeil et se mettait aux aguets. Et ça, elle ne pouvait l'ignorer. Suzanne jeta un coup d'œil à l'intérieur par une fente des volets. « Comment ? Mais ils n'ont rien arrangé du tout !» s'exclama-t-elle d'un ton réprobateur. « C'est crasseux comme il n'est pas permis. Laisse-moi voir. Fais-moi la courte échelle. » Elle entrecroisa les doigts pour lui faire un étrier. Il posa un pied dessus, regarda à travers les lattes cassées et vit un salon à l'abandon, dont le mobilier se réduisait à 2 ou 3 fauteuils en mauvais état et à une table tout éraflée. Le parquet était recouvert d'une épaisse couche de poussière, où l'on voyait de nombreuses empreintes de pas. La tenture murale se décollait de partout, et les corniches du plafond étaient festonnées de toiles d'araignée. Avant qu'elle pût l'en empêcher, il avait donné du bout de son pieu un coup sec au loquet qui tenait les volets fermés. Déjà fort rouillés, le crochet et le pion tombèrent, et les volets s'entrebâillèrent en grinçant. « Hé !» protesta-t-elle. « Tu n'aurais pas dû... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, sonner à la porte ?»
Il replia le volet droit en accordéon et donna cette fois un coup sec sur une des vitres rendues opaques par la poussière et la crasse. Elle céda et tomba en morceaux sur le parquet. Suzanne sentit la peur lui sauter au visage. Une peur brûlante qui la prit à la gorge et lui laissa dans la bouche un goût de soufre. « Il est encore temps de se sauver », dit-elle comme si elle se parlait à elle-même. Il n'y avait pas trace de mépris dans le coup d'œil qu'il lui lança. Il avait aussi peur qu'elle, et il était assez honnête pour le reconnaître. « Va-t'en si tu ne peux pas faire autrement. »« Non, je tiendrai le coup. » Elle essaya, sans y parvenir, de faire passer la boule d'angoisse qu'elle avait en travers du gosier. « Dépêche-toi, tu pèses lourd !» Il fit tomber les éclats de verre qui tenaient encore au châssis, prit le pieu de la main gauche et passa la main droite à l'intérieur pour tirer le verrou de la fenêtre. Après quoi, il la souleva et elle s'ouvrit en gémissant. La voie était libre. Suzanne l'aida à redescendre et ils regardèrent un instant la fenêtre sans rien dire. Puis elle fit un pas en avant, ouvrit complètement le volet droit et prit appui sur le rebord hérissé d'écharde pour se hisser à l'intérieur. La peur s'était installée dans son ventre comme un fœtus monstrueux. Elle comprit enfin ce que Matt avait dû ressentir en grimpant l'escalier pour aller affronter l'être, la chose qui l'attendait dans la chambre d'amis. Consciemment ou juste par instinct, elle avait toujours associé la peur à une équation élémentaire. Peur égale inconnu. Et comme toute équation, il suffisait pour la résoudre de déterminer ses termes algébriques. Ainsi, inconnu égale planche qui grince ou autre. Planche qui grince égale aucun danger. Dans ce monde moderne, toutes les terreurs pouvaient être annihilées grâce à la transitivité de l'égalité. Certaines peurs étaient fondées, certes. On ne prenait pas le volant si on était complètement ivre. On ne tendait pas la main vers la gueule écumante d'un chien méchant. On ne montait pas dans une voiture avec des garçons qu'on ne connaissait pas. Comme disait le dicton, « Si tu ne veux pas te faire violer, marche à pied ». Mais jusqu'à présent, aux yeux de Suzanne, toutes les peurs étaient explicables. Aucune ne dépassait l'entendement, aucune n'était implacable et apocalyptique et vous paralysait jusqu'au tréfonds. Or, cette équation-là était insoluble. Le simple fait de mettre un pied devant l'autre était de l'héroïsme pur. Elle se souleva d'un mouvement souple, passa une jambe, puis l'autre, par-dessus le rebord de la fenêtre, se laissa retomber sur le parquet poussiéreux et regarda autour d'elle. Les murs exsudaient une puanteur si forte qu'elle en était presque palpable. Elle essaya de se persuader que cela venait du plâtre en décomposition ou des excréments des animaux qui avaient fait leur nid derrière ces latis brisés, marmottes, rats, peut-être même ratons laveurs. Mais c'était bien autre chose qu'une odeur animale. C'était une puanteur profonde et tenace, évoquant les larmes, le vomi, les ténèbres. « Hé !» appela Marc doucement. Ses mains s'agitaient au-dessus du rebord de la fenêtre. « Tu m'aides ?» Elle se pencha, le saisit par les aisselles et le souleva jusqu'à ce qu'il pût attraper le bord de la fenêtre. Un rétablissement adroit et il atterrit en douceur dans le salon. Tapis et chaussures de tennis s'étant conjugués pour assourdir le choc. Et puis ce fut de nouveau le silence. Ils écoutaient, fascinés. Il n'y avait même pas ce petit bourdonnement aigu qui atténue le silence absolu et qui n'est en fait que le bruit du système nerveux tournant à vide. Rien que le battement du sang dans leurs oreilles. Et pourtant, ils le savaient, ils n'étaient pas seuls. 2. « Viens, fit-il, on va faire le tour. » Il serra le pieu très fort dans sa main en jetant sur la fenêtre un coup d'œil teinté de regret. Suzanne s'avança à pas de loup en direction du hall. Il la suivit. Il y avait juste derrière la porte une petite table avec un livre relié posé dessus. Marc le prit. « Hé, tu as fait du latin? Un peu au lycée? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il lui montra le titre. Elle ânonna les syllabes en fronçant les sourcils, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. » Il ouvrit le livre au hasard et tressaillit. Il était tombé sur l'image d'un homme nu qui tendait le corps éviscéré d'un enfant vers quelque chose ou quelqu'un qu'on ne voyait pas. Il se hâta de remettre le volume sur la table, heureux de s'en débarrasser.
Ils poursuivirent leur chemin à travers le hall jusqu'à la cuisine. L'obscurité était profonde. Le soleil était déjà passé de l'autre côté de la maison. « Tu sens ?» lui demanda-t-il. « Oui. C'est pire ici, non ?»« Si. » Il se souvint de la resserre que sa mère avait dans la cave de leur précédente maison, et comment une année ils y avaient laissé pourrir dans le noir 3 cajots de tomates. C'était cette odeur-là, une odeur de tomates en train de pourrir. « Mon Dieu, ce que je peux avoir peur !» chuchota Suzanne. Marc tendit la main, trouva celle de Suzanne, et leurs paumes se soudèrent très fort. Le linoléum de la cuisine était vieux, bosselé, criblé de trous, et devant l'antique évier en porcelaine, il était noirci par l'usure. Au milieu de la pièce se trouvait une grande table couverte d'éraflures, avec un couteau, une fourchette et un reste de beefsteak haché, cru, dans une assiette jaune. La porte de la cave était entrebâillée. « C'est là qu'il faut qu'on aille, » dit-il. « Oh » souffla-t-elle faiblement. La porte, à peine entr'ouverte, ne laissait rien pénétrer des dernières clartés du jour. C'était comme une langue démoniaque qui semblait lécher goulûment la cuisine en attendant de pouvoir, à la tombée de la nuit, l'avaler tout entière. Cette étroite ouverture sur le noir suggérait des choses d'une horreur indicible. Suzanne restait figée aux côtés de Marc, paralysée. Il fit un pas en avant, ouvrit la porte et resta là un instant à regarder en bas. Elle remarqua une contraction des muscles de sa mâchoire. « Je pense, » commença-t-il. Elle entendit alors quelque chose derrière elle et se retourna, sachant déjà qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était trop tard. Straker était là. Il souriait. Marc se retourna à son tour, le vit et essaya de faire un plongeon de côté. Mais Straker lui envoya un direct au menton et il perdit connaissance. « 3. Quand il revint à lui, on le portait en haut d'un escalier qui n'était pas celui de la cave. Les murs ne sentaient pas la moisissure et l'air était moins fétide. Marc laissa sa tête brinque-baller et entr'ouvrit furtivement les paupières. Ils allaient atteindre le palier, le premier étage. On y voyait encore assez bien, le soleil n'étant pas tout à fait couché. Il restait donc une lueur d'espoir. À peine était-il arrivé en haut que les bras qui le tenaient le lâchèrent. Il tomba lourdement à terre et sa tête heurta le sol. « Crois-tu vraiment, jeune homme, que je ne vois pas que tu fais le mort ?» lui demanda Straker. Vu du plancher, il paraissait mesurer au moins 3 mètres. Son crâne chauve luisait dans la pénombre. Marc s'aperçut terrifié qu'il avait une corde enroulée autour de l'épaule. Il tâta la poche où il avait mis son pistolet. Straker rejeta la tête en arrière et rit à belles dents. « Je me suis permis de te retirer ton pistolet, jeune homme. Des garçons de ton âge ne devraient pas s'amuser avec des armes dont ils sont incapables de se servir. Pas plus qu'ils ne devraient amener des jeunes filles dans des maisons où elles n'ont pas été invitées. Qu'est-ce que vous avez fait de Suzanne Norton ?» Straker sourit. « Je l'ai conduite là où elle souhaitait aller, mon garçon, à la cave. Plus tard, quand le soleil se couchera, elle rencontrera celui qu'elle est venue chercher. Toi aussi, tu le rencontreras. Peut-être ce soir, peut-être demain soir. Il est possible, bien sûr, qu'il te donne à la jeune fille, mais je crois plutôt qu'il voudra lui-même se charger de toi. Elle aura ses amis à elle, dont certains font peut-être partie, comme toi, de ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. » Marc déplia brusquement ses jambes pour l'atteindre au bas-ventre, mais Straker esquiva le coup avec une souplesse de danseur et lui décocha, à son tour, un violent coup de pied dans les reins. Marc se tordit de douleur et se mordit les lèvres pour ne pas crier. Straker eut un rire satisfait. « Allons, jeune homme, debout. »« Je ne peux pas. »« Alors tu te traîneras à 4 pattes, » lui dit-il avec mépris, tout en lui lançant un nouveau coup de pied qui l'atteignit cette fois à la cuisse. La douleur fut atroce, mais Marc serra les dents. Il se mit à genoux, puis debout. Ils s'avancèrent le long du couloir vers la porte du fond. La douleur au rein commençait à s'atténuer. « Qu'est-ce que vous allez faire de moi ?»« Te ficeler comme un dindon qu'on va mettre à rôtir, jeune homme. Après quoi, une fois que mon maître aura eu de toi ce qu'il aura voulu, tu retrouveras ta liberté. Comme les autres ?» Straker sourit.
Quand Mark eut poussé la porte et pénétré dans la chambre où Hubert Marston s'était suicidé, quelque chose de bizarre se produisit en lui. Non que sa peur se fût dissipée, mais elle cessa de paralyser son intelligence. Ses pensées se lancèrent dans une course vertigineuse, trop rapide pour les paroles, ou même pour les images, comme une sorte de sténographie mentale. Il eut l'impression d'être une ampoule électrique venant de recevoir une soudaine décharge d'électrons sortis de nulle part. La pièce était quasiment vide. Les lais de papier peint étaient décollés et pendaient en haut des murs, révélant le plâtre blanc et le parement de pierre dessous. Le sol était couvert de poussière, œuvre du temps et de la désagrégation de l'enduit. Mais il y avait des empreintes de pas fraîches. Quelqu'un était venu ici récemment, avait jeté un coup d'œil dans la pièce, puis s'en était allé. Il y avait 2 piles de revues, un lit de fer sans sommier ni matelas, et une petite plaque d'étain décorée d'une lithographie passée de Currier Knives qui servait autrefois à occulter le trou du poêle dans la cheminée. Les volets de la fenêtre étaient fermés, mais des raies de lumière filtraient à travers les lattes brisées. Mark estima qu'il restait encore 1 heure avant le crépuscule. Il émanait de cette pièce une aura sinistre. Il lui fallut moins de 5 secondes pour ouvrir la porte, noter toutes ces choses et gagner le milieu de la pièce avant que Straker lui dise de s'arrêter. Ces quelques instants lui suffirent pour découvrir que la situation pouvait se dénouer de 3 façons différentes. Première éventualité. Il courait à toute vitesse à travers la pièce et, comme un héros de western, se jetait à travers la fenêtre, enfonçant d'un seul coup carreaux et volets, sans prendre le temps de se demander où il atterrirait. Son petit ordinateur intérieur lui fournissait alors 2 hypothèses. 1, il tombait sur un tas de vieilles machines agricoles toutes rouillées, et, comme un insecte épinglé vivant rendait le dernier soupir empalé sur les dents émoussées d'une herse. 2, il enfonçait la vitre, mais le volet résistait au choc, et il se voyait les vêtements déchirés, les chairs meurtries et sanguinolentes, ramenées de force dans la pièce par Straker. Deuxième éventualité, Straker le ligotait puis s'en allait. Il restait là, étendu sur le sol, à regarder faiblir la lumière, sans pouvoir se libérer, malgré des efforts de plus en plus désespérés, et toujours aussi vains. Enfin, il entendait dans l'escalier le pas régulier de l'être redoutable, 1000 fois plus redoutable que Straker, qui venait le chercher. Troisième éventualité, il recourait à une astuce du grand Houdini, sur lequel il avait lu un livre l'été dernier. Houdini était un magicien célèbre, capable de se sortir de n'importe quelle cage, que ce soit une cellule de prison, une caisse bouclée avec des chaînes, une chambre forte dans une banque ou une malcabine jetée à la rivière. Attaché avec des cordes, des menottes ou des doigtiers chinois, il s'en sortait toujours. Le livre expliquait qu'un de ces trucs consistait à bander ses muscles et à retenir son souffle quand quelqu'un le ligotait. Il fallait faire saillir les muscles des cuisses, des avant-bras et du cou. Il suffisait, une fois la corde mise, de les détendre pour se donner du jeu. Il y avait toutefois une condition essentielle, savoir se détendre complètement et bien organiser son affaire, sans se presser, sans se laisser gagner par la panique. Bientôt, l'effort aidant, la sueur vous huilait les membres. Dans le livre, ça paraissait aller tout seul. « Tourne-toi, » dit Straker. « Je vais t'attacher. Ne bouge pas. Si jamais tu bouges, je prendrai ça. » Et il montra son pouce d'un geste d'autostoppeur. « Et je te crèverai un œil. Tu as compris ?» Mark acquiesça de la tête. Il aspira profondément, bloqua l'expiration et contracta ses muscles. Straker fit passer la corde par-dessus une poutre. « Couche-toi, » ordonna-t-il. Mark obéit. Straker lui mit les mains en croix derrière le dos et les attacha avec la corde en serrant très fort. Il fit une boucle, la glissa autour du cou de Mark et fit un nœud coulant. « Jeune homme, sache que l'ami de mon maître, celui qui nous a parrainés dans ce pays, s'est pendu à cette poutre à laquelle je viens de t'attacher. J'espère que tu es conscient de l'honneur qui t'est fait. » Mark poussa un grognement et Straker rit. Il passa la corde entre les jambes de Mark et la serra d'un geste brusque. Mark laissa échapper un gémissement. Straker éclata d'un rire à la fois bon enfant et incroyablement cruel. « Ah, les joyeuses te font mal. Plus pour longtemps. Tu vas mener une vie d'ascète, mon enfant,
une longue, très longue vie. Il fit passer la corde autour des cuisses, serra fort le nœud, puis s'attaqua aux genoux et enfin aux chevilles. Marc continuait à bander ses muscles. Il commençait à avoir grand besoin de respirer, mais il tint bon. « Tu trembles, jeune homme » dit Straker d'un ton moqueur. « Tu te contractes, tu es livide, mais ta chair deviendra plus livide encore. Il ne faut pas avoir peur. Mon maître sait être généreux. Il est très aimé ici même, dans ta propre ville. Ce n'est rien qu'une petite piqûre, comme celle d'une seringue, suivie d'une sensation de douceur indicible. Après quoi tu seras libre. Tu reverras ton père et ta mère. Mais oui, tu les reverras quand ils dormiront. » Il se redressa et observa Marc avec bienveillance. « Je vais te quitter pendant un moment, jeune homme. Il faut que je m'assure que la charmante épousée n'a besoin de rien. À notre prochaine rencontre. Je crois que nous nous entendrons très bien. » Il sortit en claquant la porte. Une clé tourna dans la serrure. Dès qu'il eut entendu descendre l'escalier, Marc reprit son souffle et détendit ses muscles en poussant un grand soupir. La corde se relâcha, un tout petit peu. Étendu sur le sol, immobile, il se concentrait. Ses pensées filaient toujours à une allure affolante, grisante. Son regard glissa le long du plancher inégal et parvint au lit de fer. Du lit, il passa au mur. Le papier peint s'était décollé et était tombé sous le lit en s'enroulant sur lui-même, comme une dépouille de serpent. Il fixa un endroit précis du mur, l'examina attentivement en chassant toute pensée de son esprit. Le livre sur Houdini insistait sur le rôle crucial que jouait la concentration. Il fallait bannir toute trace de peur ou d'énervement, détendre complètement son corps et prévoir les étapes de sa libération jusque dans les moindres détails avant de passer à l'action. Tout devait se vivre d'abord en esprit. Il fixa le mur et laissa passer les minutes. Le mur était blanc et bosselé. On eût dit un vieil écran de drive-in. Finalement, à mesure que ses muscles se détendaient, il commença à se voir sur cet écran imaginaire. Un petit garçon portant un t-shirt bleu et un Levi's. Il était étendu sur le flanc, les bras attachés dans le dos, les mains nichées dans le creux des reins. Une boucle de corde lui saignait le cou et le moindre mouvement resserrait le nœud coulant. Se débattre était inutile, c'était l'étranglement assuré, l'asphyxie et la syncope. Il regarda encore le mur. Son double commençait à bouger avec précaution alors que lui-même était parfaitement immobile. Marc observait tous les mouvements de son alter ego avec une grande attention. Il avait atteint le degré de concentration des fakirs indiens et des yogis, qui étaient capables de contempler leurs orteils ou le bout de leur nez pendant des jours, ou encore celui de certains médiums qui faisaient léviter les tables dans des moments de transe ou qui expulsaient par les narines, la bouche ou le bout des doigts de longs jets gluants d'ectoplasme. Cet état d'oubli était proche du nirvana. Il ne pensait ni à Straker, ni au jour qui déclinait. Il ne voyait plus le sol poussiéreux, le lit de fer, ni même le mur. Il ne voyait que le petit garçon, une silhouette parfaite qui accomplissait une danse précise et minimaliste en faisant jouer chacun de ses muscles. Marc ne quittait pas l'écran des yeux. Au bout d'un certain temps, il commença à pouvoir bouger les mains et réussit à décrire 2 demi-cercles avec les poignets. À l'extrémité du demi-cercle, ses paumes pouvaient se toucher du côté des pouces. Seuls bougeaient les muscles de l'avant-bras. Il n'essaya pas de forcer et fixa le mur. Au fur et à mesure qu'il transpirait, ses mouvements gagnaient en ampleur. Les demi-cercles devenaient des 3/4 de cercle. À la fin de chaque mouvement, il serrait ses paumes l'une contre l'autre. Au niveau de ses poignets, la corde s'était sensiblement relâchée. Il s'arrêta. Après cette pause d'un instant, il replia les pouces et agita les autres doigts, tout en les tenant serrés les uns contre les autres. Son visage restait aussi impassible que celui d'un mannequin. 5 minutes passèrent. À présent, ses mains transpiraient abondamment. Il avait atteint un tel degré de concentration qu'il en était arrivé à contrôler, au moins partiellement, son système nerveux sympathique, comme le font yogi et fakir, et même, sans en avoir clairement conscience, certaines fonctions du corps normalement indépendantes de la volonté. Ces mouvements, très mesurés, ne pouvaient expliquer à eux seuls la quantité de sueur que ses pores exsudaient. Ses mains en étaient comme huilées,
et des gouttes lui tombaient du front, faisant des taches sombres sur la poussière blanche du parquet. Il entreprit de lever et baisser les bras, se servant seulement des biceps et des muscles du dos en un mouvement de piston. Le nœud coulant qui lui entourait le cou se resserra un peu, mais l'une des boucles retenant ses mains commença à se relâcher et à glisser jusqu'à la paume de sa main droite. Il ne restait plus maintenant qu'à passer l'obstacle constitué par le coussinet du pouce. Marc sentit la joie l'envahir, mais il s'immobilisa aussitôt en attendant que son émotion se dissipe. Le calme revenu, il recommença en haut, en bas, en haut, en bas. Il gagnait du terrain, millimètre par millimètre, et soudain, le choc. Sa main droite était libre. Il ne la changea pas de place, mais la plia et la déplia. Quand elle fut bien assouplie, il glissa les doigts sous le nœud qui retenait le poignet gauche et tira la corde vers l'avant. La main gauche se libéra. Il rapprocha ses mains, les posa par terre, puis ferma un instant les yeux. Le danger était maintenant de croire que la partie était gagnée. Il ne fallait surtout rien précipiter. Prenant appui sur la main gauche, il explora de la main droite les bosses et les creux du nœud qui lui enserrait le cou. Il comprit aussitôt que, pour se libérer, il risquait de s'étrangler et de resserrer encore plus la corde qui lui écrasait déjà les testicules. Il prit une longue aspiration et commença à travailler le nœud. La corde se tendit. Les aspérités du chanvre brut lui rentraient dans la gorge comme de minuscules aiguilles de tatouage. Pendant un moment qui lui parut interminable, le nœud lui résista. Sa vue se troubla et de grandes fleurs noires apparurent devant ses yeux. Il garda son calme et, à force d'agiter le nœud à un rythme régulier d'avant en arrière et d'arrière en avant, il le sentit se desserrer. L'espace d'un instant, la pression de la corde sur son entrejambe devint intolérable, et puis, d'un geste convulsif, il passa le nœud coulant par-dessus sa tête, et la douleur s'estompa. Il s'assit, baissa la tête, et, respirant avec difficulté, berça dans ses mains ses testicules meurtris. La douleur lancinante fit place à une douleur diffuse, et il eut comme une sensation de nausée. Quand il commença à avoir moins mal, il regarda la fenêtre. Les volets étaient fermés. La lumière qui passait encore par les lattes brisées avait pris un ton grisâtre. Le soleil allait se coucher, et la porte était fermée à clé. Il tira la partie libre de la corde pour la décrocher de la poutre et se mit à défaire les nœuds qui retenaient ses jambes. Ils étaient serrés au maximum, et son pouvoir de concentration avait baissé. Le contre-coup de l'effort qu'il venait de fournir se faisait sentir. Il se libéra les cuisses, les genoux, et, après ce qui lui parut être un combat interminable, les chevilles. Puis il se mit debout en chancelant au milieu des boucles de la corde défaite, désormais inoffensive, et entreprit de se masser les cuisses. C'est alors qu'il entendit, venant d'en bas, un bruit de pas. Il releva la tête, les narines dilatées par la peur, boitilla jusqu'à la fenêtre et essaya de la soulever, mais elle était fixée par de grands clous rouillés, recroquevillés comme des agrafes sur le bois pourri du chambranle. Les pas montaient l'escalier. Il s'essuya la bouche de la main et jeta un coup d'œil affolé autour de la pièce. Les 2 piles de revues, la plaque d'étain avec l'image d'un pique-nique estival en 1890, le lit de fer. En désespoir de cause, il se dirigea vers le lit et le souleva par un bout. C'est alors qu'un dieu vit du fond de sa retraite lointaine combien il s'était aidé lui-même, et décida de l'aider à son tour. Les pas avaient parcouru le couloir et atteignaient la porte quand Marc enleva la dernière vis et arracha le pied du lit. 4. Au moment où la porte s'ouvrit, Marc se tenait derrière, prêt à bondir. Il brandissait son pied de lit comme un Indien son tomahawk. « Jeune homme, je suis venu... » Straker, en voyant la corde à terre, s'arrêta net pendant une seconde. Il avait juste franchi le seuil. Marc eut l'impression que la suite des événements se déroulait au ralenti, comme à la télé lorsqu'on vous repasse certaines séquences d'un match pour qu'on suive bien les mouvements des joueurs. Il lui sembla qu'il disposait de plusieurs minutes et non pas de quelques secondes pour bien viser le morceau de crâne qui dépassait de la porte. Tenant le pied de lit des 2 mains, il frappa, mais pas aussi fort qu'il l'aurait voulu.
Il sacrifia un peu de sa force à la précision et atteignit Straker juste au-dessus de la tempe au moment où il tournait la tête pour regarder derrière la porte. Ses yeux se fermèrent sous l'effet de la douleur. Le sang jaillit de la blessure. Plié en deux, titubant, Straker s'avança. Son visage était convulsé de haine. Il tendit le bras pour attraper Mark, qui lui asséna alors un deuxième coup. Le pied de Lee toucha cette fois le crâne chauve juste au-dessus du front, et le sang jaillit de nouveau. Straker s'écroula comme une poupée désarticulée, les yeux révulsés. Mark fit le tour du corps et le contempla avec des yeux écarquillés. L'extrémité du pied de Lee était tachée de sang, un sang, remarqua-t-il, dont le rouge était plus foncé que celui des films en technicolor. À le regarder, il se sentit pris de nausées, alors que la vue de Straker inanimé le laissait indifférent. « Je l'ai tué », pensa-t-il. Et tout de suite après, « Tant mieux, c'est une bonne chose ». La main de Straker lui saisit la cheville. Mark poussa un cri étouffé et essaya de dégager son pied, mais c'était comme s'il était pris entre les mâchoires d'un piège à ressort. Straker le regardait de ses yeux froids et brillants. Son visage dégoulinait de sang, ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Mark tira encore plus fort, mais en vain. Tout en gémissant, il se mit à taper de toutes ses forces avec le pied de Lee sur la main en pince de crabe de Straker. Une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième fois, il eut un bruit atroce de crayon qu'on casse en deux. Le bruit des doigts qui se brisaient. Straker lâcha prise et Mark se dégagea d'un mouvement violent qui le projeta dans le couloir où il se retrouva tout titubant. La tête de Straker retomba par terre. Sa main blessée s'ouvrait et se refermait convulsivement sur le vide comme s'agite la patte d'un chien qui rêve qu'il a attrapé un chat. Les doigts engourdis de Mark laissèrent tomber le pied de Lee et il s'éloigna à reculons en tremblant. Puis la panique le saisit. Il fit volte-face et descendit à toute allure l'escalier, sautant 2 ou 3 marches à la fois de ses jambes encore maladroites et effleurant à peine de la main la rampe vermoulue. Le hall d'entrée était plongé dans l'ombre. Il y faisait presque noir. Il entra dans la cuisine et jeta un coup d'œil affolé sur la porte ouverte de la cave. Le soleil se couchait, transformant le ciel en un creuset où se fondaient des coulées de rouge, de jaune et de violet. À une vingtaine de kilomètres de là, dans une maison funéraire, Ben Mears était en train de regarder sur une pendule l'aiguille des minutes osciller entre 7h et 7h02. Mark ignorait cela, mais il savait que l'heure des vampires approchait. Rester plus longtemps, c'était accepter de se trouver sur leur route. Aller à la cave pour tenter de sauver Suzanne, c'était s'enrôler dans les rangs des morts-vivants. Et pourtant, il se dirigea vers la porte de la cave. Il réussit à descendre les 3 premières marches, puis la peur le paralysa et l'empêcha d'aller plus avant. Il se mit à pleurer et à trembler violemment, comme s'il souffrait d'une crise de paludisme. « Suzanne !» cria-t-il. « Viens vite !»« Marc ?» dit-elle d'une voix faible et atone. « Je n'y vois rien, il fait tout noir. » Il y eut alors comme une détonation sèche, suivie d'un rire qui n'avait rien d'humain. Suzanne poussa un cri qui se transforma en gémissement, puis s'éteignit. Marc n'avait pas bougé, mais ses pieds, qu'il sentait légers comme des plumes, brûlaient de s'envoler loin, très loin. Mais d'en bas, voici que lui parvint une voix amicale, une voix qui ressemblait étrangement à celle de son père. « Descends, mon garçon, je veux te dire toute l'admiration que j'ai pour toi. » Le pouvoir de cette voix était tel que la peur se retira de lui. Ses pieds, devenus de plomb, se refusèrent à remonter. Il commençait même à descendre, quand tout à coup, il se rendit compte de ce qu'il faisait, se ressaisit et s'arrêta. Il dut pour cela mobiliser tout ce qui lui restait d'énergie. « Descends !» dit la voix, plus proche à présent. Derrière la chaleur paternelle, Marc sentit une autorité inflexible. « Je sais qui vous êtes Barlow !» cria-t-il, et il détala à toutes jambes. Quand il atteignit le hall d'entrée, la peur l'avait de nouveau envahi, et si la porte de la maison n'avait pas été ouverte, sans doute serait-il passé au travers, laissant derrière lui une porte découpée en silhouette comme dans les dessins animés. Il descendit le chemin en courant à fond de train, comme l'avait fait autrefois le jeune Ben Mears, puis s'engagea sur Brooks Road en direction de la ville. Mais il ne se sentait pas en sécurité.
Qu'est-ce qui empêchait le maître des vampires de le poursuivre jusque-là? Il quitta donc la route et se fraya un chemin à travers bois dans l'obscurité. Il traversa Taggart Stream en s'enfonçant dans l'eau jusqu'aux genoux, s'embrouilla les jambes dans les buissons de ronces de l'autre rive, déboucha enfin dans le jardin de ses parents, derrière la maison. Il entra par la porte de la cuisine et son regard alla tout de suite vers le salon où sa mère, l'annuaire ouvert sur les genoux et le visage creusé par l'inquiétude, parlait au téléphone. Elle leva la tête, le vit, et une expression d'intense soulagement se marqua sur ses traits. « Le voilà !» Elle raccrocha le récepteur sans attendre la réponse et alla vers lui. Il eut un air bouleversé, lui qui d'habitude ne laissait rien paraître, en voyant qu'elle avait pleuré. Et elle en fut surprise. « Oh, Marc, où étais-tu » ? « Il est rentré ?» Son père était dans son bureau, mais il suffisait d'entendre le son de sa voix pour comprendre que les foudres paternelles ne tarderaient pas à éclater. « Où étais-tu » Elle le prit par les épaules et le secoua. « Dehors, » dit-il d'un air hébété. « Je suis tombé en rentrant à la maison. » Il n'y avait rien d'autre à dire. Ce qui caractérise l'enfant, ce n'est pas tant qu'il passe sans effort de la réalité au rêve, c'est qu'il vit dans un monde sans communication possible avec le monde des adultes. Il n'y a pas de mots pour rendre compte de ces tribulations ténébreuses. L'enfant avisé le sait et en accepte les conséquences inévitables. Quand ces conséquences commencent à lui paraître trop lourdes à porter, il cesse d'être un enfant. « Je n'ai pas fait attention à l'heure », ajouta-t-il. Il ne restait plus au père courroucé qu'à intervenir énergiquement. 5. Lundi, au petit matin, avant le lever du jour. On grattait à la vitre. Marc se réveilla instantanément sans passer par les étapes habituelles du demi-sommeil. Il n'y avait pas de démarcation entre le cauchemar qu'il vivait et les mauvais rêves de la nuit. C'est le visage blanc de Suzanne qui émergea de l'obscurité derrière la vitre. « Marc, laisse-moi entrer !» Le garçon sortit de son lit. Le parquet était froid sous ses pieds nus et il tremblait. « Va-t'en !» répondit-il d'une voix sans timbre. Il remarqua qu'elle portait le même chemisier et le même pantalon que l'après-midi. « Je me demande si ses parents s'inquiètent eux aussi, » pensa-t-il, « et s'ils ont téléphoné à la police. »« Ce n'est pas comme tu le crois, Marc, » dit-elle. Et ses yeux impassibles avaient la dureté de l'obsidienne. Elle sourit, montrant ses dents éclatantes et ses gencives exsangues. « En fait, c'est délicieux. Si tu me laisses entrer, je te montrerai. Je t'embrasserai, Marc. Je t'embrasserai partout, comme ta mère ne l'a jamais fait. »« Va-t'en » répéta-t-il. « Tu seras à nous tôt ou tard, » dit-elle. « Nous sommes nombreux à présent. Laisse-moi entrer, Marc. J'ai faim. » Le sourire qu'elle esquissa se tordit en une grimace affreuse qui le glaça jusqu'aux os. Il brandit sa croix et la pressa contre la vitre. Elle siffla comme si on l'avait ébouillantée, lâcha le rebord de la fenêtre et resta un instant suspendue en l'air. Son corps devint pâle et évanescent, puis disparut. Mais il put, ou crut, déceler sur sa figure, avant qu'elle ne se volatilise, une expression de tristesse indicible. La nuit redevint immobile et silencieuse. Nous sommes nombreux à présent. Il pensa tout à coup à ses parents, qui, inconscients du danger, dormaient au rez-de-chaussée. Une terreur viscérale l'empoigna. Il y avait des hommes qui savaient, ou qui se doutaient de quelque chose, elle l'avait dit. Mais qui? D'abord l'écrivain, évidemment. Il sortait avec Suzanne et il s'appelait Mears. Il habitait à la pension d'Eva. Les écrivains savent des tas de choses. C'était tout vu. Ce serait lui qui l'irait trouver. Mais il faudrait qu'il arrive avant qu'elle ne l'ait... Il s'arrêta net sur le chemin de son lit. Si ce n'était pas déjà fait.